Y a-t-il beaucoup de différences entre House of the Dragon et le livre Feu et Sang? Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on va lancer ce que j'espère être une nouvelle série de vidéos qui va s'intéresser aux différences fondamentales entre le livre et la série de HBO. La première scène que j'ai choisie, c'est la scène d'introduction de House of the Dragon, le prologue de cette série qui a beaucoup de choses à nous dire en très peu de temps. C'est la scène du Conseil de 101, bien entendu. J'ai noté des différences importantes avec le bouquin et pas mal d'informations manquantes que je vais vous donner dans cette vidéo. La première chose que je voulais noter, c'est que cette série commence par un prologue. C'est un procédé assez classique qui permet de mettre en place rapidement le contexte dans lequel va se dérouler ce qui va suivre. On remarque immédiatement que la série débute avec une voix off sur fond noir, une manière de nous demander notre attention la plus totale sur ce qui va suivre dans les quelques secondes que dure le prologue. As the first century of the Targaryen dynasty came to a close, the health of the old king, Jaehaerys, was failing. Un même procédé qu'on retrouve par exemple dans le prologue décrit par Galadriel dans La Communauté de l'Anneau de Peter Jackson. Et ce n'est pas n'importe quelle voix puisqu'il s'agit de celle d'Emma Darcy, alias Rhaenyra à partir de l'épisode 6 de la saison 1. On le sait puisqu'elle se réfère à Viserys comme son père. The lords instead chose Viserys, my father. C'est une manière assez subtile de nous faire comprendre que ce prologue et donc la série dans laquelle il s'inscrit vont grandement s'intéresser au personnage de Rhaenyra, comme on le verra d'ailleurs dès l'épisode 1 qui commence juste après ce prologue. Le moment choisi pour débuter cette série est tout sauf anodin puisque vous le savez, dans Feu et Sang on traite de toute la dynastie Targaryen et donc on aurait tout à fait pu commencer à la chute de Valyria, ou bien à la conquête d'Aegon de Westeros, mais non, ici cette série traite de la danse des dragons, et donc à ce titre, on va lui donner beaucoup de contexte. For he knew the cold truth. The only thing that could tear down the house of the dragon was itself. Et oui, les scénaristes décident de donner 10 épisodes entiers de contexte à la danse des dragons, c'est le sujet de cette saison 1 qui débute avec un peu plus de contexte encore. Le Conseil de 101, c'est un événement déterminant pour ce qui sera la danse des dragons, car le contexte de l'époque portait déjà tous les germes du conflit successoral. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéos, ça me fait toujours très plaisir quand vous les soutenez, donc évidemment n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, bien évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir plus avant mon activité sur internet, je vous encourage à me rejoindre sur ma page Ko-fi ou ma page KissKissBankBank pour rejoindre mes dragons qui sont mes soutiens rapprochés. Merci à eux et vous pouvez aussi écouter d'une oreille curieuse mon podcast Pop News toutes les semaines dans vos oreilles les lundis et les mercredis. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Étudions maintenant le contexte de cette scène tel qu'il nous est donné dans le livre. D'abord, précisons que dans Feu et Sang, les sources divergent régulièrement en ce qui concerne les intrigues de couloirs et de chambres, mais en ce qui concerne le Conseil de 101, la vérité historique est établie, car elle a eu lieu aux yeux de tous. Le Conseil de 101 est convoqué par le vieux roi Jaehaerys en 101 après la conquête de Westeros. Cela fait donc un peu plus d'un siècle que Westeros est régi par les Targaryens après la conquête menée par Aegon. Bien que le long règne de Jaehaerys Ier ait été prospère et paisible, sa fin est incertaine d'un point de vue successoral. Tragedy had claimed both his sons, leaving his succession in doubt. C'est exactement ce que nous dit ce prologue, même s'il reste relativement évasif sur les raisons de ce problème. Des tragédies avaient emporté ses deux fils, laissant la succession incertaine, voilà ce que dit Rhaenyra. Et c'est tout à fait vrai, prenons le temps de décrire un petit peu plus ce contexte tel qu'il nous est donné dans le livre. Marié à la reine Alysanne, Jaehaerys Targaryen Ier peut s'enorgueillir de deux héritiers dans la force de l'âge, ses fils Aemon et Baelon. C'est tout d'abord Aemon qui est nommé prince de Père Dragon, un titre qui signifie être héritier du trône à cette époque, mais Aemon est tué par un carreau d'arbalète. Dès lors, la question de l'héritage se pose immédiatement car Aemon a une fille, la princesse Rhaenys Targaryen, qui est mariée au richissime amiral des flottes du royaume, Corlys Velaryon, et elle est même enceinte de leur premier enfant. Jaehaerys se questionne grandement sur la question de nommer son héritier entre Rhaenys, la fille de son premier fils, et Baelon, son deuxième fils. Il finit, après s'être longuement questionné, par nommer Baelon successeur du trône. Cette décision provoque la colère de Rhaenys elle-même, mais aussi de son mari Corlys Velaryon et de leur soutien, les Baratheons. La reine elle-même, Alysanne Targaryen, s'oppose à cette décision de déposséder Rhaenys de ses droits au trône. 9 ans plus tard, Baelon meurt d'une rupture de l'estomac, laissant à nouveau planer le doute sur la succession de Jaehaerys, qui n'a plus d'héritier de première génération à ce stade.
La question se pose à nouveau de l'héritage du trône de fer à ses petits-enfants, avec d'un côté les fils de Baelon Targaryen, Viserys et Daemon, et de l'autre Rhaenys, mais surtout de son fils Laenor. Et cette fois, la menace d'un conflit armé est bien réelle. D'un côté, Corlys Velaryon appelle ses armées pour défendre les droits de son fils Laenor, de l'autre, Daemon Targaryen rassemble ses épées liges pour soutenir les prétentions de son frère. Le livre nous décrit d'ailleurs Daemon comme un jeune homme emporté et querelleur. Ça place pas mal le personnage, je trouve. Pour être très clair, sans l'action du roi Jaehaerys, la danse des dragons pourrait très bien avoir lieu dès 101 après conquête. Le roi, conscient que la fin de son règne était sur le point de créer une guerre, en appelle à son dernier fils encore vivant, Vaegon Targaryen, qui est alors âgé de 40 ans et est archimestre à la citadelle de Villevieille. Nul ne sait ce que le roi et son fils se sont dit, s'il lui a simplement demandé conseil ou s'il lui a proposé le trône. Quoi qu'il en soit, l'histoire retiendra que peu après, Jaehaerys a convoqué un grand conseil des seigneurs de Westeros pour qu'il vote et détermine quelle prétention successorale était la plus crédible pour le trône de fer après sa mort. Voilà donc pour le contexte de ce fameux Conseil de 101 qui a lieu sous nos yeux dans ce prologue de House of the Dragon. Soyons honnêtes, tous ces détails ne pouvaient pas être présents dans ces quelques secondes au début de l'épisode 1, les scénaristes ont donc condensé au maximum les informations, quitte à les modifier à leur convenance. Si vous êtes là, c'est que vous appréciez House of the Dragon, j'imagine, et Game of Thrones, sachez que j'ai un serveur Discord dans lequel vous pouvez recevoir des notifications dès qu'il y a des informations importantes ou des vidéos de ma part publiées sur ces thématiques. N'hésitez pas à le rejoindre, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, donc rejoignez la communauté. Nous voilà donc à Harrenhal, on découvre d'ailleurs le hall en partie brûlé et détruit par le souffle de Balerion lors de la conquête de Westeros par Aegon. C'est dans ce château que Jaehaerys convoque son grand conseil car il s'agit d'une position centrale sur le continent et surtout c'est le plus grand château de Westeros, ce qui permettra d'accueillir un maximum de seigneurs. Feu et Sang précise que jamais pareille assemblée ne s'était encore tenue et qu'il a fallu 6 mois entiers pour que tous se rassemblent à Harrenhal. Ici, dans House of the Dragon épisode 1, on découvre le grand final de ce conseil. Dans le hall sont réunis des centaines de seigneurs vassaux et suzerains qui ont tous voté pour déterminer la succession au trône. En termes de mise en scène, on voit bien la valeur de ce message porté dans ce coffre avec solennité dans une procession qui passe entre les seigneurs ayant voté. On note d'ailleurs que sur le plan du coffre, on voit le roi Jaehaerys en contre-plongée, ce qui tente à mettre l'emphase sur son pouvoir en tant que souverain. Sur le plan large, même chose, le point de fuite formé par la haie d'honneur entre les deux groupes de seigneurs mène irrémédiablement à Jaehaerys et son trône. Quand on voit enfin Jaehaerys sur un plan plus rapproché, on le découvre encadré par plusieurs personnages. D'un côté, on voit le Grand Septon, que l'on reverra plus tard dans la saison 1, mais aussi Ryam Redwyne, le Lord commandant de la garde royale. Mais plus important encore, deux couples opposés de part et d'autre de Jaehaerys, Viserys Targaryen et Aemma d'un côté, Rhaenys et Corlys Velaryon de l'autre. Je note d'ailleurs qu'Aemma est enceinte sur ce plan, on pourrait s'imaginer qu'elle est enceinte de Rhaenyra, mais ce n'est pas le cas dans Feu et Sang car Rhaenyra est née en 97 après conquête, elle est donc déjà née au moment où a lieu le Conseil de 101 après conquête. En tout état de cause, c'est là que le prologue de House of the Dragon diverge du livre Feu et Sang. Le prologue de House of the Dragon nous dit que 14 prétentions au trône ont été étudiées par le Conseil de 101. C'est effectivement le cas, 2 furent réellement considérées pour suivre Rhaenyra, c'est exact. En revanche, ce ne sont pas les prétentions de Rhaenys et de Viserys qui ont été les seules à être véritablement considérées. Et non. En effet, dans Feu et Sang, la prétention au trône de Rhaenys et celle de sa fille Laena sont vite écartées du fait qu'elles sont des femmes. C'est la prétention de Laenor Velaryon qui est opposée à celle de Viserys Targaryen dans le vote final du Conseil de 101, pas celle de Rhaenys. Mais alors pourquoi cette modification? On peut s'imaginer que ce changement a eu lieu pour donner un rôle plus important à Rhaenys et mieux expliciter pourquoi on la nomme la reine qui ne le fut jamais. C'est une modification qui permet à tous les téléspectateurs et pas seulement les lecteurs de comprendre en quoi Rhaenys a été dépossédée de ses droits et surtout de mieux déterminer son point de vue sur les affaires du royaume comme étant aux mains des hommes. Elle le dira dans la saison 1 à Rhaenyra, les hommes préféreraient brûler le royaume que de laisser une femme monter sur le trône de fer. Et quelque part, cette petite modification rend tout de suite Rhaenyra beaucoup plus proche de Rhaenys. Le livre nous précise également le déroulement du vote et pourquoi il a privilégié Viserys. On nous explique que les seigneurs ont délibéré pendant 13 jours entiers et que Jaehaerys n'a pas pris part aux discussions. Corlys Velaryon a tenté d'ailleurs de profiter de ses alliés et de sa grande fortune pour essayer de favoriser les prétentions de son fils. Il faut dire que Laenor Velaryon avait pour lui le principe de primogéniture, c'est-à-dire qu'il est issu du prince Aemon, le premier fils et héritier de Jaehaerys. Mais à cela lui ont été préférés un arsenal d'arguments en faveur de Viserys Targaryen. Tout d'abord, Viserys a 24 ans au moment du conseil, tandis que Laenor n'en a que 7. Ensuite, Viserys a pour lui le principe de proximité. Il est le petit-fils de Jaehaerys quand Laenor est son arrière-petit-fils.
De plus, il est le dernier à avoir chevauché le dragon de légende Balerion, monture d'Aegon le Conquérant lui-même, tandis que Laenor n'a pas encore volé avec Fumée des Mers. Enfin, la revendication de Viserys lui vient de son père Baelon, tandis que la revendication de Laenor lui vient de sa mère Rhaenys. Et dans le système patriarcal de Westeros de l'époque, on voit bien que la lignée féminine est dépréciée par rapport à la lignée masculine. Au bout du compte, le vote du Conseil de 101 favorise énormément la succession de Viserys plutôt que celle de Laenor. De l'ordre de 20 contre 1, précise Feu et Sang, tant et si bien que Corlys et Rhaenys abandonnent tout recours. Le Grand Conseil de 101, au-delà d'avoir évité une guerre dans la Maison du Dragon, crée un précédent capital dans l'histoire de Westeros, celui que le trône de fer ne se transmet ni à une femme, ni par une femme à ses descendants mâles. Et c'est justement tout le sujet de cette saison 1 de House of the Dragon, avec le statut d'héritière de Rhaenyra. Pour revenir à l'analyse de cette scène, on voit bien que Jaehaerys est soulagé de voir que son fils a été proclamé successeur. Soulagé sans doute parce qu'il sait qu'il a évité une guerre sanglante, c'est du moins ce que dit Rhaenyra en voix off. Jaehaerys avait convoqué ce conseil pour éviter une guerre de succession, la vérité lui apparaissait clairement, il n'existait qu'une force capable de renverser la Maison du Dragon, la maison elle-même. Notons par ailleurs les réactions des deux parties, opposées avec d'un côté le visage impassible et déçu de Rhaenys, et de l'autre le visage surpris et presque honteux de Viserys. On peut d'ailleurs se demander si c'est parce qu'il a été surpris par ce vote ou bien si c'est parce qu'il ne souhaitait pas cette conséquence. On comprendra par la suite, au travers d'un dialogue entre Rhaenys et Alicent, que Viserys ne voulait pas forcément devenir roi. Viserys would have lived his days a country lord, content to hunt and study his histories, but here we are. Ce regard vers ses pieds semble désormais tout dire en définitive. Encore une fois, en un bref instant, la performance de Paddy Considine fait passer tout le message sans même dire un mot. Dans la foulée, on voit que tous les seigneurs applaudissent le nouveau prince de Père Dragon, et donc le nouvel héritier du trône. On note d'ailleurs que parmi les bannières présentes, la plus reconnaissable n'est autre que celle des Hightower, qui auront un rôle capital à jouer dans la suite, comme on l'a vu dans la saison 1. Le prologue s'achève sur un texte sur fond noir qui explicite la première ellipse temporelle de cette saison 1. La suite de l'épisode 1 se déroule au début de la 9e année du règne de Viserys Targaryen Ier, nous sommes donc en 110 après Conquête, et surtout ce texte nous dit clairement que la suite de l'épisode 1 se déroule 172 ans avant les naissances de Daenerys Targaryen. Une façon de lier le spin-off à la série originelle bien sûr. Je note d'ailleurs que ça nous donne une information sur la date de naissance de Daenerys, qui serait donc née en 282 après Conquête, là où d'après les calculs des fans, par rapport à ce qui était dit dans les livres Game of Thrones, Daenerys serait plutôt née en 284 après Conquête. Ce n'est pas une différence gravissime, mais c'est significatif du fait que Daenerys est plus âgée dans la série Game of Thrones que dans les livres qu'elle adapte. Le prologue se termine au son des notes musicales choisies tout à fait délibérément par Ramin Djawadi, le compositeur de Game of Thrones et de House of the Dragon. Ces notes rappellent bien entendu le thème musical de Daenerys Targaryen. C'est une manière pour la série de s'inscrire dans les pas de son illustre prédécesseur, mais aussi de rappeler à quel point les deux séries sont intimement liées, malgré les nombreuses années qui les séparent. Après avoir regardé cette scène d'introduction plusieurs dizaines de fois, je trouve que ce prologue est très efficace. La plupart des informations nécessaires à la compréhension de ce qui va suivre sont là, on comprend tout de suite que les affaires de succession sont extrêmement tendues, mais aussi que la place de la femme dans la succession n'a que peu d'importance. Ce sont évidemment des thèmes majeurs pour cette saison 1 de la série House of Dragon, mais aussi pour toute la série en général, je pense. C'est également notre première introduction au personnage de Viserys, et sa façon d'accepter son statut d'héritier signifie beaucoup sur la suite de son règne à mon avis. Enfin, je comprends les quelques modifications apportées par cette scène d'introduction par rapport à Feu et Sang, cela permet à Rhaenys de prendre de l'espace, et vu l'importance assez mineure de Laenor dans la suite, c'était peut-être une bonne idée de ne pas l'opposer à Viserys dans ce prologue, alors qu'il n'apparaît que très peu dans la saison 1 finalement. Tout ça pour dire que ce prologue met en place le socle de connaissances minimales à avoir avant de se lancer dans House of the Dragon, le tout en étant court et digeste, c'est donc une grande réussite à mon goût. Voilà pour cette analyse, qu'avez-vous pensé de cette introduction à House of the Dragon, qu'avez-vous pensé de cette vidéo, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'en faire plus? Dites-le moi dans les commentaires, et donnez-moi dans les commentaires les scènes que vous voudriez que j'analyse dans cette saison 1 de House of the Dragon. Merci évidemment à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, soutenez-moi évidemment en me suivant sur les réseaux sociaux. Si vous voulez que ce genre de vidéos revienne plus régulièrement sur la chaîne, je vous encourage à me donner quelques petits euros sur ma page Ko-fi ou ma page KissKissBankBank. Merci évidemment à mes 4 soutiens qui me permettent de rêver un petit peu plus loin à une potentielle professionnalisation de cette activité. Vous pouvez aussi m'écouter très régulièrement sur mon podcast Pop News, tous les liens sont dans la description. D'ici là, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, salut à tous.